Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver, peu importe la façon avec laquelle vous nous écoutez sur application ou sur le vaisseau amiral gillesparent.com. Nous sommes très heureux de la progression des chiffres. On fait ça pour que des gens l'entendent et à partir du moment où on l'entend et on répand la bonne nouvelle, ben ça fait notre affaire aussi, puis ça fait votre affaire. On a l'impression qu'on fait quelque chose qui a de l'importance pour vous. Le temps de prendre le temps, c'est une chose qu'on apprécie aussi, je pense, dans les commentaires que je reçois des auditeurs et auditrices des podcasts. C'est un professeur chevronné au département de communication à l'Université d'Ottawa, conférencier, auteur, analyste et chercheur dans le monde des médias. Luc Dupont, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Québec. Ben oui, c'est un plaisir, toujours un plaisir. Et là, la grande nouvelle, la bonne nouvelle, c'est tout le monde des conférences qui se remet en marche. Alors, ça explique, en présentiel? Oui, en présentiel. Une expression qu'on utilisait pour autrefois, bien sûr, dans la mesure où, par définition, la conférence se faisait. Comprenais-je que tu es à Québec, pas juste par amour pour parents et amis, mais bien pour donner une conférence? Entre autres, c'est ça. Et c'est drôle parce que il y a à peu près un mois, à un moment donné, un matin, le téléphone sonne, et là, c'était la première personne qui dit « On veut une conférence, mais on veut une conférence... On veut que vous soyez là. En live. Exact. Et là, je me dis, tiens, faut croire que les gens... Il y a une nouvelle étape qui arrive. Oui. Retour à ce que c'était en mars 2020. Faut que j'y pense en même temps, tellement qu'il s'est passé de trucs entre ce moment-là. J'ai souvenir, tu vois, on est en mi-mars 2020. Je rencontre les clients et les annonceurs les plus importants et de TVA et de V. Okay. On est un mercredi matin, tout se passe très, très bien, tout est normal. Et 2 jours plus tard, on annonce que ça ferme. Rapidement, c'est l'université qui décide de passer au Zoom ou Adobe Connect. Bon, dépendant des profs, chacun va utiliser plutôt une plateforme que l'autre. Et puis après ça, c'est ce petit moment où là, tout le monde se regarde en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Il va arriver quoi? Et là, les gens découvrent Zoom. Ah, tiens, on pourrait faire des conférences avec Zoom. Oups! Revient l'autre étape, qui était ce que j'appellerais l'étape de cet été, où là, les gens disent « Oh, là, attends un petit peu, on fait-tu Zoom ou on attend au cas où on pourrait être en personne? » Puis là, c'est drôle, depuis quelques semaines, tchouc! Alors, tu vois, le lendemain, 4 personnes m'ont contacté. Donc là, j'ai dit « il y a un retournement. C'est reparti, c'est ça. » Et ça me rend joyeux, ça me rend heureux parce que ça m'a beaucoup manqué. Je suis obligé de dire que, mets-toi dans ma peau, Gilles, je suis passé de rencontrer, grosso modo, là, sans exagérer, par semaine, croiser 4 à 500 personnes. Je ne dis pas que je parlais à 400-500 personnes, là, mais à soudainement 5 personnes. 4 personnes, plus moi, à la maison. C'est drôle que les premières semaines, c'était spécial. J'étais obligé c'était étrange. 1 an et demi après... On se dit, quand c'est arrivé, il y a eu une période de flottement où on se dit, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Il y a eu l'été 2020 qui était pas si mal. On est retombé à l'automne, ça a été difficile. Puis on oublie aussi qu'il y a eu le couvre-feu. Je dis, mais là, te rappelles-tu qu'il y avait un couvre-feu à partir d'arrêt? C'est vrai, j'avais comme oublié ça. Oui. Le soir, à 8 heures, on ne pouvait plus sortir. Mais c'est sûr qu'on s'était habitué à ne pas sortir nécessairement, mais j'ai dit, on a passé par là, assez longtemps d'ailleurs. Oui. Fait que j'ai dit, là, on revient, puis on se rend compte qu'on revient, puis je prends exactement ce que tu viens de me dire, notre sujet numéro 5, on va y aller là-dedans, on va le mettre en... Mais nous avons plusieurs sujets! Oui, beaucoup, mais c'est parce que tu ouvres la porte sur les conférences qui reviennent. Moi, je pense, sans connaître votre domaine tant que ça, elles vont revenir, mais certainement pas plus qu'à 75%. Parce que dans tout ce que je vois autour de moi, retour dans les bars, retour dans les restaurants, retour take-out qui disparaît, qui revient, retour au spectacle, retour au hockey, tout ce que je regarde, il y a un petit 25-30% de gens qui n'y vont pas et qui se... Puis moi, ce que je lis, puis je veux avoir ton opinion de prof de marketing, c'est qu'il y a des gens qui se disent « Chez nous, ça nous convient très bien. On s'est installé. On n'est pas pressé. On est allé voir un spectacle, mais on n'est pas si à l'aise. Le masque, puis tout. Fait qu'il y a... Il reste, donc, dans l'ensemble des activités, il restera quelque chose qui est plus que juste le travail en ligne, tu sais, le fameux hybride dont on parle. Tu vas pas au bureau, tu restes à la maison. On a beaucoup parlé de ça comme étant une formule hybride, mais je pense que la formule hybride en divertissement aussi existe. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est gros, là, mais... Prenons la restauration, Gilles.
de façon informelle, tu dis, j'entends autour de moi des gens qui, au moment où on a réouvert les restaurants, se sont empressés d'y aller. Ils ont eu du plaisir. Ils sont revenus en racontant et que ça fait du bien d'aller au restaurant. C'est vrai. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'ils n'y vont plus avec la même cadence qu'autrefois. C'est vrai. Et l'autre chose qu'on ne peut pas nier et qui, tôt ou tard, va donner de l'eau au moulin à cette observation-là que tu as, c'est que ton assiette coûte plus cher. Elle est parfois plus petite. Les gens voient ça. Hein? Plus que jamais. Parfois, on pense que les gens voient pas ça, mais il faut pas se tromper. Là. J'ai quelqu'un qui me racontait, tu vois, il y a quoi, 3-4 jours, j'avais l'habitude de mon restaurant de sushi à 40 $. Je nourrissais moi puis la personne qui m'accompagnait. Et là, il me dit, la dernière fois que je suis allé, je nourris moi. 40, c'est lui. Une personne. Le vin, l'alcool. Les pizzas à 18$ sont rendues 27$ à bien des places. Oui. C'est pas 10%, là. Non, c'est pas 10%. Et ça, c'est vrai dans bien des industries. Je parlais à quelqu'un dans le domaine du VR qui me dit, actuellement, nous, notre défi, c'est de trouver des boîtes à vendre parce que ça a tellement marché fort. Notre réflexe a été de parfois prendre des commandes en n'ayant pas nécessairement dans le cours ce qu'on voulait vendre. Puis entre-temps, notre truc qui coûtait 18-19 000, aujourd'hui, si tu veux la même chose, on est rendu à 27 000. Et là, une partie du raisonnement, c'est de toute façon, c'est pas grave parce que les personnes qui en ont jamais acheté ne savent pas comment ça coûte. Vrai, pas faux. Oui. Maintenant, ça coûte 27 000 pareil. L'autre affaire qui m'a été dite récemment dans un podcast avec des gens de Montréal, il m'a juste fait la réflexion qui m'a fait rire. Il dit « J'espère que quelqu'un compte. » Lui, il faisait l'accumulation des difficultés de l'emploi, l'accumulation des obligations d'augmenter les conditions de travail, les avantages sociaux et tout pour les employés, ne serait-ce que pour les garder ou pour en recruter. Éventuellement, et ce qu'il voulait dire, c'est que tous ces frais-là, à un moment donné, quelqu'un va payer pour. Là. Oui. Puis le gouvernement nous a donné l'impression que des milliards, on imprimait. D'ailleurs, il en imprime, le gouvernement fédéral. Fait que ça, moi, je pense que psychologiquement, écoute, on ne fera pas un cours de psychologie ici, mais je pense que ça a un impact. On a de l'argent. On se garde, go. Oui. Puis là, ils viennent de nous annoncer une mini-fin de la récréation en disant, attention, selon les observateurs, les taux d'intérêt qui sont à 0,25 pourraient être à 2,25 dans 2 ans. Là, ça ne te dit pas grand-chose. Tu dis, 2%. Quand tu mets à calculer ton hypothèque, si tu payes 1 200, ça va être 1 950. Oui. C'est une grosse différence. Ça ne te tente pas de voir ça. Mais on comprend ce qui s'en vient peut-être. Oui. C'est pas d'être prophète de malheur. Mais on se sauvera pas de ça. Non, mais c'est parce qu'on le sait, mais ça ne nous tente pas de le savoir. Oui. Et si on jette un coup d'œil sur... parce que tu as à la bourse des gens qui font ce type de... projection-là, oui. Je me souviens de Vincent Delisle qui collaborait avec toi, que c'est un gars que, regarde, je le réécouterai encore c'est pas parce que je n'ai pas essayé, mais je t'ouvre une porte. Il est rendu à la caisse de dépôt, puis eux autres, dans leur politique, c'est uniquement les émissions financières d'affaires publiques. En tout cas, je pense que dans ce cas-ci... je lâcherai pas. Mais lâche pas. Tout comme Michel Hébert. Je lâche pas. Oui, exact. C'est bon. De nouvelles, Mme Messier. Envoyez un petit texto à Alex Dupont si vous voulez que je vais vous donner des idées et des cues. Mais on est à peu près certain que quelque part en juin 2022, je vais lentement ici, là, juin 2022, il va y avoir une première hausse des taux d'intérêt. Ça va nécessairement ralentir la machine. Tu fais l'épicerie récemment. Tu t'es probablement aperçu que dans ta boîte d'Oreo, il y a moins d'Oreo. Ton jus d'orange, on a joué sur le volume. Hein? C'est que si tu prends l'emballage puis tu le mets de côté, il y a comme une espèce de curve en dessous. Hein? Je trouve ça très, très habile. Oui. Alors là, tu n'as pas besoin de mettre du jus d'orange là-dedans puisque tu as comme triché ta boîte de céréales. Quand tu la regardes de devant, elle est aussi large qu'avant. Elle n'a pas perdu de poids. Mais quand tu la regardes un petit peu de côté, tu t'aperçois qu'elle est un petit peu plus facile à faire tomber. Là. Tu peux échapper à un éternuement à l'heure du déjeuner, puis ça me semble que mais ça, c'est carrément du marketing, ça. Oui. Pas faire peur au monde, garder des prix raisonnables, sinon un petit peu plus élevés. Mais en baissant les quantités, tu baisses tes coûts, c'est ça? Oui, et c'est très subtil. Ton papier de toilette. Ton papier de toilette dans le temps, J'ai jamais compté chaque carré. Si c'est ça ta question, prof du pas. Je les ai pas comptés non plus, mais je vais quelqu'un l'a fait. C'est ça, puis je te le dis maintenant, mais on est passé de 650 carrés à 350 carrés. Donc,
Pour le même prix à peu près? Sinon un peu plus? Prix. Alors là, ben, wow, okay. je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous aurez tous compris que ça nous prend un petit peu plus de papier toilette. Le papier hygiénique, même chose. On est passé dans le temps, on avait 160 carrés. Alors, c'est pas moi non plus qui l'a compté, mais je te les donne comme je les ai vus. On est passé de 160 carrés à 120 carrés. Ton sac de chips, effectivement... Il y a toujours eu de l'air dedans. Il y a toujours eu de l'air dedans, mais là, ces temps-ci, c'est le cas de le dire. Mais il me semble qu'une fois que tu l'ouvres, on n'est pas rendu dans le fond déjà, mais il y en a un petit peu moins. Alors, je te confirme que là aussi, c'est un petit peu plus... c'est pas nécessairement pour votre santé, là. Tu comprends, là? Non, c'est pas pour la santé. Puis, tantôt, je m'enfargeais dans ton chien qui était particulièrement agressif. Bon, pour ceux qui l'ont jamais vu, il fait à peu près 3 pouces et quart de haut. Là. Un petit bichon, pas vrai? Oui, mais il est comme tous ces chiens-là, je dois dire. J'appelle un petit peu. Oui. Mais c'est pas une blague ici. La nourriture pour chien et pour chat. Même chose? Alors là, tu dirais, non, là, je sacrifie pas pour mon chien. Là, c'est non. hors de question. Tu sais que c'est un des rares produits où les gens disent le sang non, ça marche pas. Là. Okay. Pour mon chien, mon chat. Ça prend mieux. Oui. Ça prend une marque. Et je dois dire que je fais partie du groupe parce que j'ai aussi un chien Podge. Puis pourtant, il n'a pas goûté. Hein? Il n'a pas goûté, Baptiste? Non, il n'a pas goûté encore. Et je suis pourtant convaincu qu'il me dit que c'est l'autre qui aime. Mais en tout cas, oui, effectivement. Mais on est passé de la petite canne, faisait 6 onces, on est à 5 onces. OK. Vois-tu? Alors, ça te prend un petit peu plus de canne. Il y a un nom qui est en français qui existe pour ça. On appelle ça réduflation. En anglais, c'est shrinkflation. Oui. S'il y a un mot puis s'il y a un terme scientifique, ça veut dire que c'est généralisé. C'est généralisé. C'est un phénomène qu'on observe partout. Inévitable? Inévitable, qui avait initié du côté des tablettes de chocolat, parce que dans une autre ça fait un petit bout que tu en parles. Oui, 2014 ici. Mais là, récemment, c'est complètement malade. C'est le paquet de saucisses, il y en avait 6, il y en a 5. On aurait comme ça des exemples. C'est ton burger. Ton burger, c'est encore un burger, mais il me semble que tu le regardes et tu dis, je sais pas, il me semble c'est tu vois qu'il voit moins clair qu'avant, mais... Il aurait petit un petit peu. Ton steak frites devient un frites steak? Oui. On comprend que c'est moins cher, là. Oui. Alors, t'as chips. L'autre que j'ai vu, celle-là, je l'ai trouvée subtile. Là, on est dans les grenailles. OK. Tiens-toi bien ici. Mais c'est le volume qui fait la différence, hein, tu vas me dire? Oui, qui fait toute la différence. Les Kisses d'Hershey. Ah ouais? Tu le vois, OK. Alors, les Kisses, on est passé de 18 onces à 16... de 180... 18 onces, oui, attends, faut pas que je me trompe, à 16 onces. Oups! À peu près 15%. Si tu le vends le même prix, ben là, tu viens d'absorber la hausse du prix du chocolat et du sucre. Okay. Et l'alimentation, parce que tu déjeunes le matin, tes céréales coûtent plus cher, tes œufs coûtent plus cher, ton bacon coûte plus cher, ton lait coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Alors, on revient à ton raisonnement du départ. Tôt ou tard, il y a un matin où, et c'est probablement la hausse des taux d'intérêt, on va dire, oups, là, je suis à côté. Déjà qu'il y a des gens qui sont déjà parfois à côté rapidement. Imagine la suite. Puis imagine la suite. Pensons à du plus durable que d'autres. Exemple, quand il y a eu des premières hausses marquées économiques, une des choses que tu peux faire, c'est, par exemple, couper, mettons, ton abonnement de journal. Plusieurs l'ont fait pour d'autres raisons, mais tu dis, regarde, je vais le regarder sur le web. Aujourd'hui, c'est plus facile. Tu peux, pour tes loisirs, tu peux dire, regarde, j'allais au Canadien 5 fois par hiver, je vais y aller 2 fois, puis ça va être en masse, peut-être moins. Mais quand tu as pris ton hypothèque ou quand tu as acheté un chalet parce que tu n'avais rien à faire dans la pandémie, tout ça, on comprend que les problèmes vont être plus compliqués. Là. Oui. Parce que quand tu es serré, les multiplicateurs, l'exponentiel des taux d'intérêt, c'est fou. C'est étonnant. Oui. C'est renversant. D'ailleurs, tu vois, 0,50 %, c'est quoi la différence quand tu regardes sur ton hypothèque? Tu dis, ben voyons donc, je passe de 1300 à 1525 pour juste 0,50. Tu sais, c'est fou. Alors, moi, je pense que pour les choses que tu peux décider d'arrêter, de changer, de modifier, c'est correct. C'est plus facile. Je t'en donne un autre. Ce sera mon dernier, Gilles. Les sacs de vidange. Ben voyons. Plus petit ou moins de sacs? Ben, d'une part, plus petit, mais d'autre part, dans la boîte, tu en avais autrefois 90, tu en as maintenant 80. Ah. Et là, ben, on est encore à peu près à, mettons, 10, 15 %. C'est une réalité, Luc, mais est-ce que les gens qui font de la pub vont mettre l'accent là-dessus? Non. Hein? Non. Le plaisir tout le temps. Mettons pour de la gomme. Pour tous les gens qui nous écoutent, on s'en est aperçu, mais pas plus que ça. OK. Et, donc, tu soulignes pas ça, là. C'est un peu comme comment coûte tel truc.
une question classique, si j'étais politicien, c'est le premier jeu que je ferais en préparation de débat. Comment ça coûte? On l'a vu à la mairie de Québec. Ouais, on l'a vu aux élections, aux dernières élections aux États-Unis. On l'a déjà vu dans d'autres élections américaines. Je me souviens de George Bush qui a possiblement perdu une élection parce que dans un débat, on lui a demandé comment coûte la livre de beurre. Puis il a dit j'en ai aucune idée. Et là, le lendemain, tout le monde a dit voyez-vous, c'est la preuve que. Il est déconnecté. Il ne sait pas. Pas un homme du peuple. Oui, et on connaît la suite de l'histoire ici. Alors, on fait ce calcul-là qu'on ne sait pas comment ça coûte. Et l'autre truc pour qu'on est obligé de faire ça, Gilles, c'est le comportement du consommateur. Le moment où les gens vont dire ça coûte trop cher. Pas comment ça coûtait dans le temps versus ce que ça coûte aujourd'hui, mais il me semble que ça coûte plus cher maintenant. Puis ça, si tu fais l'épicerie chez vous, moi, je suis responsable de l'épicerie à la maison. Des fois, c'est des petites épiceries. Elles sont pas grosses. Un sac 47, hein? Tu dis, voyons, j'ai mis ça où? Oui. Et que ça monte. Je veux te poser... Pendant qu'on est dans le marketing, tout ça, tu nous as tellement souvent parlé des allées, l'importance que ça avait, tout ça. Il y a une autre affaire que, les gens ont remarqué qu'il y a eu une réduction des emballages, tout ça, oui, comme tu dis, peut-être pas, ils n'en parlent pas 4 heures par jour, mais ce qu'on a noté également, c'est les prix. Non, j'allais dire les prix, j'ai perdu mon idée. Oh, t'as dit, ça va me revenir. Excuse-moi, ça va me revenir, mais là, je ne suis pas capable de revenir là-dessus. Mais en parlant, puis je fais le pont sur notre sujet numéro 2, en fait, qui devait être notre sujet numéro 1. Nous avons du plaisir, et c'est ce qui compte. Squid Game. Oui. Phénomène évidemment de culture populaire. On parlait de tu me donnes 2 secondes pour revenir sur mon affaire? Je vais fatiguer tout le temps. J'ai remarqué que la plupart des rabais qui étaient, mettons, 1,50, 1,19 au lieu d'1,50, aujourd'hui, on va faire autre chose. On va dire, on va vous le vendre à 2 piastres si vous en prenez 4. Oui. Ça, c'est vraiment nouveau, là. Oui. 4 sacs de chips, c'est 8 piastres. Oui. Si tu en prends un, il est à 2,87. Là, oui. tu dis 2,87, j'en prends 3, ils me reviennent plus cher que j'en prends 4. Mais c'est du marketing, ça. Là, c'est vraiment, on te force à en prendre une grande quantité. Les caisses de bière. Si tu veux un rabais, il faut en prendre 2,24. Oui. Ce qui, à certains égards, parfois est un peu étonnant à cause du problème que l'on connaît actuellement de la chaîne d'approvisionnement. On n'a pas eu l'Halloween qu'on a normalement, parce que si tu te promenais dans n'importe quelle grande surface, tu as probablement remarqué que les étagères étaient, disons, dégarnies. Ouais. Au moment où on se parle, on est probablement en train de décharger le stock de Noël. Oui. On pense que dans certains cas, on ne sera peut-être pas capable de le décharger. J'entendais hier aux États-Unis, à Los Angeles, au moment où on se parle, il y a plus de 75 gros containers remplis de stocks de Noël qui sont en attente à Los Angeles. Et les entreprises ont tellement de la difficulté à fournir, c'est-à-dire le bateau qui peut maintenant s'approcher du port, qui peut accoster, qui peut être vidé, les camions qui doivent venir chercher les caissons. Ça est tellement difficile que certaines entreprises carrément ont décidé de débarquons les caissons, puis laissons-les dans le stationnement. J'appelle ça un stationnement, tu auras compris ce que je veux dire. C'est un espace gigantesque, tellement que le port de Los Angeles a contacté hier ces entreprises-là en disant « Dorénavant, vous ne pouvez plus faire ça. » Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de fournir à la demande. C'est que constamment, on manque de place dans ce que j'appelle le stationnement pour déposer tout ça. Et là, on a décidé qu'on allait mettre à l'amende les entreprises, les compagnies de bateaux en disant « Dorénavant, quand vous débarquez un caisson, c'est votre responsabilité d'embarquer ce caisson-là sur un camion. » Sur un train, sur n'importe quoi. Le plus vite possible, effectivement. On vous donne 6 jours au maximum. Et dans tous ces bateaux-là, c'est quelque chose qui me fascine et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Soit 6 bateaux qui ont été bookés par Costco, Lowe's, Home Depot, Walmart, Target et 2 ou 3 autres. Grands, oui, qui se sont mis ensemble. Donc, Target qui appelle Walmart. Home Depot qui appelle Lowe's. Qui dit... On peut-tu se mettre ensemble? On remplit le bateau de stock. On va diviser tout ça à 2 parce que ce qui coûtait autrefois ceci en transport coûte... Cela, puis c'est pas 2 fois plus cher. Là. On n'est pas dans le 2, on n'est pas dans le 10, puis on n'est pas dans le 25 non plus. Alors, ça coûte beaucoup plus cher. Et au moment où on se parle, les bateaux sont arrivés, mais le maudit problème, c'est que comme ils n'ont pas l'habitude de commander des bateaux, ils n'ont pas réservé de place au port. Et le port dit, on va vider votre stock quand on aura le temps. Mais le temps, c'est les fêtes bientôt, là. Ben oui. Et on ne peut pas manquer la période des fêtes sur le plan du marketing. Alors, si on manque la période des fêtes,
Sur le plan de la croissance économique, ben, on aura probablement une croissance à peu près nulle dans un contexte d'inflation. C'est ce qu'on décrit depuis le début de ce podcast. Ce qu'on appelle communément la stagflation. C'est le pire scénario sur le plan économique. Tout comme on ne peut pas manquer notre spécial de Noël qui va revenir cette année. Et annonçons déjà à l'avance qu'il aura lieu. Et c'est sûr. On pourrait même le commencer maintenant, mais je vais me garder un peu gêné. Revenons à des phénomènes majeurs, parce qu'il y en a beaucoup au plan marketing, Squid Games, entre autres. Là. Oui, et là, on n'a pas de problème d'écoulement de produits. Le petit soulier blanc, je ne sais pas si tu le visualises des participants de Squid Game. Est-ce que j'ai pas écouté, moi. Tu n'as pas écouté Squid Game? Non. Attends, écoute, faut que tu m'expliques tout comme, ça. Je vais te l'expliquer. Non, attends, je vais juste... mais je vais te l'expliquer, mais je ne sais même pas trop comment l'expliquer. Oui. Mais je vais juste te dire que mes fils l'ont écouté, puis mes amis aussi. Ils rient de moi aussi. Moi, j'ai un côté, comment dire, je compare à ça, ce qui me vient en tête, c'est, tu sais, Sons of Anarchy, ça a été très fort. Oui. Hein. J'ai écouté un épisode avec ma blonde. Non, trop violent. Oui. Tout comme Game of Thrones, j'ai fait un gros effort, je me suis rendu à la 5e saison. Oui. J'ai aimé ça dans l'ensemble, mais il y a une violence là-dedans que ça s'explique pas, c'est personnel. Oui. Puis quand j'ai vu Squid Games, j'ai trouvé que graphiquement, c'est tellement bien fait. Oui. J'ai dit à ma blonde, on dirait que je file pas pour ça. Fait que on a décroché, mais en fait, on n'a même pas accroché. Fait que, mais je suis conscient, j'ai lu là-dessus. D'abord, on est bombardé d'infos, puis je sais que ça a un impact démesuré. Je l'ai dit probablement d'abord pour Netflix. Pour Netflix, oui. Les souliers blancs de Van, alors les Vans, jeunes Vans qui nous écoutent, ils savent exactement de quoi je parle. Les autres disent, les souliers blancs, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. 5800% de hausse de vente. Pardon? À d'autres mots, là, il peut y avoir un problème d'approvisionnement, c'est le cas de le dire ici. Bon, moi, j'ai commencé la série, c'est mes filles, puis heureusement qu'elles sont là parce que... Sont-elles adultes ou pas loin, tes filles? Sont adultes. OK. Les trois maintenant. Je te rappelle, le cours de culture populaire dans une autre vie. Oui. Je suis donc condamné à suivre ça. Oui. Parce que si je suis pas ça, je vais recevoir un travail de session là-dessus. Puis là, ils vont dire, vous connaissez pas ça? Game of Thrones. Tu connais, t'as pas regardé ça. Ouais. Son of Anarchy. Tu l'as pas regardé. Ça finit plus. Narcos. Moi aussi, il y a un malaise. Les scènes, c'est très Tarantino, si on cherchait. Oui. C'est très Narcos aussi. Si Narcos avait décidé de faire que ça, on avait ça, ces petits bouts-là, mais ce n'était pas, je pense, que ça, Narcos. J'ai aimé ça, incidemment, Narcos. Oui, moi aussi beaucoup. Bon, ma petite théorie, à l'exception peut-être de la dernière saison, comme ça arrive parfois, mais ma petite théorie là-dessus, c'est que tous ces jeunes-là qui sont littéralement addicts à ça, il suffit de s'enfarger sur Instagram pour s'en apercevoir. Ma petite théorie, c'est qu'ils souffrent de nostalgie. Okay. Ils ont vu il y a une dizaine d'années... OK, tu te donnes une importance aux petits jeux de notre enfance. Hunger Games, c'est leur nostalgie à eux. Le temps passe. Le gars qui a écrit ça prétend que déjà il y a 10 ans... Bon, j'espère que tout le monde a compris que ça s'appelle du marketing. J'avais écrit tout ça, mais personne n'avait accepté de présenter ça ou de tourner ça. Mais ça se peut, ça, dans l'histoire, c'est arrivé. C'est possible. Mais là, soudainement, si tu me disais ça, je te dirais qu'il était en même temps qu'Hunger Games. Là, d'après moi, il aurait passé deuxième. OK. Timing is everything. Oui, et même sur le plan du montage, c'est très dénudé. Sur le plan de la musique... C'est du Strauss, si je me souviens bien, dans le cas de Squid Game. Ça me rappelle aussi Rollerball. Je pense que c'était du Wagner. Là, je peux me tromper. Mais l'idée, c'est de montrer des assassinats de façon très, très, très froide. C'est froid. C'est même sans aucune émotion, avec la musique classique. Et il y a quelque chose là-dedans qui est bouleversant. C'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Et je le ressens, ça, ce que tu racontes. Est-ce que rapidement, tu as compris l'impact mondial si fort en écoutant? Les 20 premières minutes, alors je vais toujours la vérité, les 20 premières minutes, non, j'ai été à 2 doigts de lâcher. Mais tu peux pas. On m'a dit, attends, c'est ça, on m'a dit, tu ne peux pas. Tu peux pas. Et Hunger Games, la première fois qu'on s'était parlé de ça, toi et moi, la vérité, c'était pas mon truc à moi, c'était leur truc à elle, mais ils m'ont dit, non, il faut que tu ailles, rends-toi un petit peu plus loin. Et là arrive la séquence de la poupée, et c'est là où j'ai trouvé la scène tellement... Écoute... Forte. Tellement forte, oui. J'ai trouvé ça fort. Et je peux comprendre qu'à ce moment-là, c'est peut-être là où tu as dit... Non, c'est trop fort.
C'est une espèce de mix d'un paquet d'influences. trucs ici. Assurément. La Corée du Sud, une société hyper compétitive. Nous, on la regarde avec nos yeux de Nord-Américains, mais je rappelle que pour un Coréen ou un Asiatique, quand on dit Corée du Nord et Corée du Sud, ça veut dire quelque chose. Ici, ça veut juste dire il y a le gars qui veut lancer des fusées dans les airs. Mais eux vivent ça au quotidien. Ils connaissent des gens qui vivent l'autre côté du mur, des gens qui ont... Le mur, évidemment, ici, le mur, vous me direz, est abstrait. En tout cas, il est militaire sûrement. Vous pourrez vous décider d'essayer de traverser. Mais après ça, l'idée d'avoir des jeux d'enfants, je trouve ça très, très fort. C'est les jeux du cirque, quelque chose qu'on ne réinventera pas 2000 ans plus tard, mais version un petit peu plus actuelle. Tu as une série similaire qui a été tournée au Japon, que tu as peut-être vue, que j'ai commencé. Celle-là se passe avec, au début, c'est 1 ou 2 gars avec une jeune fille, et puis un matin, un moment donné, ils sortent dans la ville, puis ils s'aperçoivent que Tokyo est vide, ce qui est une scène c'est assez fort, là, Tokyo vide. On est dans des eaux similaires. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Hunger Games, pour moi, c'est la même chose. La beauté, le fait que ça soit coréen aussi, que la traduction soit approximative. Il y a des gens qui ont dit ça, c'est négatif. Moi, je pense que c'est pas si mal. Ça contribue beaucoup à créer un sentiment d'exotisme. Et l'exotisme, c'est pas toujours la plage puis le parasol. Est-ce que Squid Games, contrairement à voyons, ce que tu viens de dire, le Hunger Games, oui. Est-ce que Squid Games, plus que l'autre, bénéficie grandement des réseaux sociaux? Oui. Parce que je me dis, ça n'aurait pas pu, il y a 20 ans. S'il y a 20 ans, on avait lancé Hunger Games au cinéma, je pense qu'il y aurait un impact pareil. Mais Squid Games, il y a 20-25 ans, avec tout ce que tu me dis d'impact chez les jeunes, chez Instagram, chez TikTok, puis Melee, qui sont pour TikTok, en tout cas, c'est asiatique comme création, je pense que ça contribue. Oui, puis ça nous rappelle que la culture pop, au moment où on se parle, est en train de faire un virage important. C'est le virage asiatique. C'est, quand tu te mets à y penser le moindrement, comment se fait-il que nous, on continue à consommer à peu près exclusivement des produits nord-américains? Exceptionnellement, quelques produits européens. Souvent financés par ailleurs, parfois par les Américains. Des produits aussi américains, parfois financés par les Européens. Je pense à toute la série avec Jason Statham, là, où il est chargé d'aller chercher quelqu'un puis de le ramener du point A au point B. Ce sont entre autres des Français qui sont derrière ça. Mais c'est tourné à l'américaine et c'est très caricatural. Hein? Même la couleur est très, très délavée. Là. L'espèce de jaune, l'espèce de bleu de Miami. En même temps, on est dans la télé-réalité. Des parcours approximatifs. Ce sont tous des gens qui rêvaient de devenir riches. Là, ça nous ramène à Fast and Furious. Cette espèce d'obsession de cette génération-là. Ils ont 20 ans, ils rêvent déjà de devenir hyper riches. Ouais. La vérité, on avait cette conversation-là il y a 2 instants avant d'entrer en onde. Je pense pas que dans notre jeune vingtaine, toi et moi, on avait ce fantasme-là. Je peux me tromper, Gilles, mais je pense pas qu'on l'avait. Pas tant. Alors qu'eux, sont familiers avec des plateformes. Ils investissent à la bourse. Des jeunes, oui. Robinhood serait un très, très bel exemple de ça. Ils sont très sensibles à ça. Ils ont traversé une séquence. Avouons qu'on n'aurait pas voulu. Là. Souviens-toi de tes 20 ans. C'était amusant. Là. Oui. On a eu du fun en maudit. Mettons qu'entre 16 et 25, il se passe pas mal d'affaires. Beaucoup d'expérience. On apprend la vie. Oui. Alors, imagine maintenant que tu n'as pas ça. Tu viens de gommer ça, là. 2, 3, 4 ans. Là. Après ça, peux-tu faire semblant que tu vas pas rester un petit peu marqué par ça? Après ça, t'es passé du cours en salle au cours virtuel. Je te parlais de violence et Tarantino. Moi, ce qui m'étonne dans ce Squid Game-là, c'est que les acteurs sont un petit peu plus vieux qu'à l'habitude. En tout cas, ils nous semblent plus vieux parce qu'encore une fois, on n'est pas familier avec le star system de la Corée du Sud, même s'il est, je le précise, gigantesque. J'ai année après année 3 puis 4 étudiants qui me disent « Est-ce que je peux faire mon travail de session sur K-pop? » et qui m'expliquent ça. Et c'est aussi calculé, réfléchi que n'importe quel paquet de gomme qu'on lance sur le marché, là, sur le plan toujours du marketing. Alors, il y a des liens ici à faire qui sont Et quand on regarde au plan démographique et sociologique, il y a une classe moyenne de plus en plus grande en Asie, en Chine, en Inde. Il y a de l'argent aussi qui a été accumulé parce qu'on a beaucoup produit là-bas. Fait que, finalement, ce qui arrive, on ne peut pas s'étonner d'avoir un certain envahissement et de la culture asiatique.
Prenons le cas de TikTok. Penses-tu vraiment qu'un jeune de 16 ans qui est sur TikTok ou une jeune va se dire « Ah, ouais, c'est asiatique, moi, c'est achat local. Voyons, je veux pas être plate, mais c'est la réalité zéro. Pas tout. C'est la plateforme la plus téléchargée depuis le début de la COVID pour tous les mois, sauf un. Faut trouver lequel? C'est un quiz, ça? Non, je suis pas capable de te donner le mot en question, mais je sais qu'il y en a un seul de ce côté-là. C'est assez remarquable. Oui. Et ben, c'est la culture TikTok, ben, c'est la culture de l'instantanéité. Demande-leur maintenant d'écouter pendant 4 minutes quelque chose. Ils vont dire, c'est long. C'est un méchant défi. Méchant défi aussi pour les profs. Puis pour les profs qui poussent puis qui vont arriver dans des salles de cours, on va s'apercevoir que c'est solide parce que c'est dur là, de compétitionner le chien qui fait du skateboard pendant 8 secondes là, en boucle. Très, 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 très difficile. L'autre truc, on parle de culture. La beauté de Netflix, la plus belle qualité de Netflix, à mon avis, c'est qu'on est entré en contact pour la première fois de notre vie de façon massive avec des trucs d'ailleurs. Évidemment, sur le plan culturel, le simple fait qu'on s'exprime en français, toi puis moi, puis les gens qui nous écoutent, fait en sorte que, oui, on était déjà sensible à ce qui se passe en France, en Belgique. Je pense à la bande dessinée. Oui. Hein, les Nord-Américains, à l'exception de nous autres, quand je dis bande dessinée, ils ont entendu super-héros, parce que le phénomène est tellement puissant qu'il a pris toute la place. Mais nous, on a eu la chance d'avoir Tintin, on a eu Astérix, on a eu Lucky Luke, on a eu les rubriques à braque. J'en aurais plein comme ça. Alors, on est un peu familier avec ça, mais là, c'est massif. On a vu de la télé d'Amérique latine, on a vu de la télé d'Angleterre, on en voyait parfois. James Bond serait l'un des rares exceptions, soit dit en passant, de ce cinéma-là. Et là, on voit de l'Italie, on voit de l'Espagne, la Casa de Papel. Oui. On voit, et là, on voit de l'Asie. Est-ce que tu dirais que les efforts, peut-être obligés, mais en tout cas certainement très grands de Netflix pour s'assurer d'avoir une traduction impeccable, ont beaucoup aidé à sa pénétration? Parce que dans certains pays, on me dit que c'est des traductions qui ne sont pas faites sur le coin de la table. Là. Oui, oui, puis je vais le prendre pour face value, comme on dit. J'imagine que oui. Quoique dans le cas de Squid Game, les gens se plaignent en anglais que c'est approximatif. Mais moi, alors, tu vois, moi, ce que je répondrais à ça, je me demande dans quelle mesure ça contribue pas à créer l'atmosphère un peu malade, la dystopie. Okay. C'est que c'est pas impeccable. C'est un petit peu bizarre. On comprend bien aussi la façon d'acter. Ça pourrait être voulu à tes yeux. Oui, n'est pas la même. Alors, il y a des gens qui ont dit, j'ai entendu des gens me dire un peu plus âgés, ils actent pas bien. Non. Pour créer cette atmosphère-là, cette espèce d'ambiance-là dystopique là, de fin du monde, où on se surprend. Là, moi, je te le dis, une couple de fois, là, je regardais la série, là, puis avec mon petit café le soir, puis je disais, hey, mais c'est comme, c'est presque cinglé. C'est presque malade. Alors, sur ce plan-là, oui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont... Mais mon point sur Netflix, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais c'était sur l'ensemble du succès de Netflix en général. Oui. Pour les séries, pour les... Je trouve qu'ils ont des traductions... Tu sais, quand on parlait au début de Netflix, il y avait beaucoup de choses en anglais. Puis là, évidemment, les lois, entre autres, ici au Québec, tu dois traduire tout ça, mais je me suis rendu compte que en France, en Espagne, Netflix a pénétré parce que la plupart des grandes séries sont toutes traduites par des gens de la place. Fait qu'ils ont ça doit coûter très cher, mais quand tu vas me dire ils ont des revenus, mais souvent ils ont des revenus puis ils sont pas aussi entichés de mettre la qualité. Non, t'as tout à fait raison. Puis la beauté aussi, c'est que soudainement, c'est pas juste la traduction, par exemple, en anglais ou en français, c'est la possibilité de l'écouter en espagnol. Alors moi, je te donne l'exemple de Narcos. Moi, Narcos, je l'ai écouté en espagnol parce que je pense qu'en Colombie, ça parle en espagnol. Peut-être des sous-titres en français pour savoir un peu de quoi... Oui, là, je l'ai écouté sous-titres en anglais. Ça venait juste de sortir, je l'ai écouté en anglais. De la même manière que je suis absolument incapable, par exemple, d'écouter un film qui se déroule aux États-Unis dans lequel les gens parlent en français. Tu vois, moi, c'est juste par souci de réalisme. Mais Luc, tu ne comprends pas. Mais par souci de réalisme. Ouais, je comprends. Alors là, je suis pas capable d'embarquer dans ce temps-là. Ah, c'est ce que j'aime. De la même manière que j'ai écouté Cyr, qui est maintenant sur Netflix, je l'ai écouté en français et je me suis dit, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil pour ceux qui l'écouteraient en anglais. Comment on a traduit ça? Là, on est impeccable, on est super bien placé. Le français est en notre première langue. On regarde comment ils ont fait cette traduction-là et force est de constater, Louis Cyr,
à mon avis, un des 5 meilleurs films jamais faits au Québec, en passant. Dans mon goût à moi. Moi, j'ai un peu de misère avec le misérabilisme, tu vois. Alors, j'aime bien quelqu'un qui est un winner, puis c'est un super-héros à bien des égards. Ça a commencé pas facile à Lowell. Bon, je vous raconterai pas le film pour ceux qui l'auraient pas vu, mais c'est ça. Alors, ça, j'aime ça. D'être capable de... Toutes les combinaisons possibles et impossibles existent. Puis soudainement, on a eu aussi une série en norvégien. Et là, tu décides de l'écouter avec des sous-titres, en français ou en anglais. On n'aurait jamais fait ça, Gilles, avant. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que pour Netflix, c'est un des plus grands coups, à part les débuts, là? Parce qu'il y a eu aussi, voyons, les échecs Queen's Gambit, c'est ça? Oui. Qui était un bon succès, mais probablement que Squid Game, c'est 2 coches en haut. Oui. En termes de performance, je parle. Oui. Puis cette série-là dont tu parles sur les échecs aussi, qui a amené... t'as sur YouTube actuellement une série qui est très amusante. C'est une jeune fille, je dois dire qu'elle est plutôt jolie, pour ne pas dire extrêmement jolie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se promène au centre-ville de New York et tu vois comme ça, dans des parcs publics, des gens qui jouent au golf, qui jouent aux échecs. Elle traîne sa table, puis on s'installe, puis on joue. Oui, exact. Comme la fin de la série. Et elle s'invite. Elle dit, est-ce que je peux jouer avec vous? J'aimerais jouer aux Évidemment, aux c'est échecs filmé avec en vous. temps réel, c'est ça? Et c'est filmé en temps réel, exact. Et tu vois la réaction des gens. Ce sont des gens qui jouent aux échecs toutes les fins de semaine. Oh! Ils sont bons. Ils sont certainement meilleurs que moi. Et là, ils se disent initialement, tiens, une petite victoire facile. Ben et oui. elle dit souvent au départ... Mais bonne, c'est ça, je comprends. Accepteriez-vous de jouer pour quelques dollars? Mais bien sûr! Mademoiselle! Assoyez-vous ici, on commence dès maintenant. Et elle les ramasse presque continuellement. OK, parce qu'elle est extrêmement Elle bonne. est Wow! OK, ça prend ça, t'es d'accord? Oui. Elle peut pas être juste belle, là. Oui. Faut qu'elle ait une... Pour faire ce genre d'émission-là, Oui, je veux et dire. ça nous rappelle comment, c'est ça, vois-tu, comment la nature humaine est en ce qu'elle est? Oui. Mais je les vois, les messieurs, la réaction, là. Ça va être facile, là. Et elle, c'est dans Mythe, là, c'est facile. Et c'est de voir le moment où et c'est souvent des messieurs, je dois dire, d'un certain âge, où tous ces messieurs-là réalisent qu'ils ont perdu le match. Oh! C'est un bijou. Y a-tu un nom pour ça ou on va le chercher par... non? Ben écoute, on pourra mettre le lien dans... Sur la page de Gilles? Exact. Effectivement, on va faire ça. Est-ce qu'on passe de Squid Games à James Bond? Parce que James Bond a été... c'est-à-dire que... tu l'as même évoqué dans ce podcast-là, souvent la 2e série ou la 3e ou la fin. Dans le cas de James Bond, c'est vraiment une série qui s'est quasiment bonifié au fil des années. Tu sais, quand on revient à Sean Connery en 76, à moins de la nostalgie, tabarouette, tu regardes ça visuellement, d'abord, avec les télés qu'on a là, ça fait mal. Oui, non, ça fait... Le son, ça fait mal. Oui. Puis tu vois les fils quasiment, là. J'exagère, mais Mais presque, oui. Ouais. Mais aujourd'hui, on a réussi, après 5 Daniel Craig, Oui. à être aussi... Certains m'ont dit, lui, il est un peu trop intellectuel, il manque des ingrédients habituels, mais plusieurs m'ont dit, c'est fantastique. Les 15 premières minutes, c'est du délire visuellement. Oui, et il marche... Je l'ai pas vu encore, tu comprends? Et il marche toujours sur un fil de fer parce que, en même temps, il y a les valeurs initiales, celles qu'on associe à James Bond, et tu peux pas t'en défaire. Il est macho. Il peut pas ne pas être macho. Il peut être moins macho. Il peut être moins macho, il peut être à l'écoute, il peut être en amour, il peut avoir une peine d'amour. Mais il n'y avait pas de peine d'amour autrefois. Autrefois, il y avait Ursula Andress, et puis la corde dans le bateau, puis là, quelqu'un tire la corde du bateau, puis il décide de lâcher la corde du bateau, puis de laisser rester dans le petit canot, je sais pas quoi, là, comment t'appelles ça, le petit bateau minuscule. Et oui, il était macho. Il était moins bagarreur dans le temps. Alors ça, c'est c'est la série avec Matt Damon. Comment ça s'appelle, la série avec Matt Damon? À peu près au même moment au début. J'ai dans la tête... Je l'ai. C'est ça. Bourne. Bourne, exact. La série de Bourne. Alors, les gens de James Bond ont dit, la famille Broccoli, bon, la fille en particulier a dit, là, on est obligé de s'inspirer un petit peu de ça. Donc, on va rajouter cet élément-là de claque sur la gueule, qui va être un petit peu plus omniprésent. La poursuite au début d'à peu près tous les films, que ce soit en moto, en auto, en bateau, en avion. N'importe quoi. Parce que j'en ai oublié un. En train. En gratte à terre, mais en tout cas. Et c'est ça. Et la beauté, c'est d'avoir réussi à faire ce virage-là.
si tu jettes un coup d'œil sur le premier de notre ami Craig, bon, comme tout le monde, il vieillit. C'est assez surprenant. Je ne sais pas si tu t'es retapé récemment Casino Royale. Oui. Et l'autre chose aussi, je me tapais une entrevue donc de lui, Daniel Craig, avec le Chiffre. Le Chiffre, qui est un acteur scandinave, je ne veux pas me tromper, ce qu'il est nommé. Je dirais oui, quelque chose mais je ne suis pas certain, ça. 100%. Et ça aussi, ça contribue beaucoup à créer l'exotisme en passant. C'est que James Bond nous amenait toujours des filles puis des gars qu'on voyait plus ou moins souvent. Alors, c'est un petit peu, ça nous ramène à notre sujet d'avant, ici, Squid Game à bien des égards, parce que souvent, on regarde des séries, puis on finit par se dire, je me souviens de la fois qu'il a fait tel rôle, puis ça peut un petit peu gâcher la sauce. Tom Cruise serait probablement le plus bel exemple que je te donnerais. 1000 fois le même rôle, puis à un moment donné, il décide de jouer le rôle du gars qui transportait de la drogue d'un côté puis de l'argent de l'autre côté en avion. Une vraie histoire, soit dit en passant. Puis là, tu découvres que sur le plan de l'acting, le gars est beaucoup plus talentueux qu'on pourrait penser. C'est juste qu'il a été un peu enchâssé dans une espèce confiné, dans un type de rôle. Parce que systématiquement, dans tous ses films, tôt ou tard, il finissait par partir à courir après un méchant. Je sais pas si tu te souviens de ça. Là. Et ça devenait comme un peu ridicule. Là. Il y avait cette façon de courir, là, mais semble-t-il qu'il y tenait absolument pour chacun des films. C'était son caméo là, de film. Mais oui, James Bond, et ça va être dur de le remplacer. Et n'oublions pas, et lui en parlait, j'ai même regardé le petit bout de film où il recevait l'étoile à Hollywood. Et c'est amusant parce que il avait invité le gars qui joue le méchant dans le dernier film, qui semble visiblement était très timide. Je le dis parce que parfois on pense que ces acteurs-là sont dans la vraie vie, sont toujours comme au petit écran. Mais et il disait lui-même, j'ai souvenir de la première fois où on a annoncé que c'était moi qui le ferais, le tollé que ça avait généré, un blond aux yeux bleus. Plutôt boffé. Oui, exact. Ça peut pas. C'est pas James Bond. C'est sûr que si on s'en tient à la description du livre, et les livres, je les ai lus parce que là aussi, dans mon cours de culture populaire, j'enseigne sur toute cette séquence-là. L'espèce de dualité aussi, l'homme, la femme avec le méchant, le gars qui est en amour avec la femme qui est en amour avec le méchant, ça c'est le triangle amoureux évidemment. Après ça, le petit maigre, le gros gras, le gars qui est sur l'île, le gars qui est dans l'espace, le gars qui est dans un sous-sol sous-marin. En tout cas, on est toujours dans les mêmes histoires, on n'a pas réinventé rien là-dessus. Je te rappelle que lorsque Ian Fleming a vu qu'il lui restait pas longtemps à vivre, il avait identifié les personnes qui auraient le droit d'écrire des James Bond par la suite. Hein. Il y a une autre personne là, c'est deux Britanniques, j'ai bien compris, qui écrit. Oui, c'est ça. Il y a une autre personne qui avait fait ce travail-là, à ma connaissance, c'est... alors, tu as Uderzo puis Goscinny. Il y en a le premier qui est décédé, celui qui faisait les histoires. Donc, tu avais le gars qui racontait les histoires. Tu te dis, c'est pas si mal. Mais lui a coaché, avant son décès, au moins 2 personnes en disant... Voici, c'est ça le personnage. Alors, et pourquoi je dis tout ça, c'est qu'on a longtemps laissé traîner la rumeur comme quoi, possiblement, on aurait droit à un James Bonnet. Alors moi, dès le départ, le sentiment que j'avais, c'est que c'était juste un truc pour créer un autre personnage. Parce que la difficulté avec cette franchise-là, c'est que tu as un personnage. Si tu trouves pas un bon James Bond, t'es dans la merde. S'il peut pas tourner pour une raison quelconque, t'es dans la merde. Tu peux pas sortir un film par année de James Bond, peut-être aux 2 ans, peut-être aux 3 ans. Et là, soudainement, tu vas pouvoir sortir James Bonnet, James Bond, James Bonnet, Bond. Est-ce que, comme c'est arrivé avec Star Wars, quand il y a eu une vente retentissante puis à milliards, si on vendait c'est la famille Broccoli, je pense, qui était derrière, si eux vendaient complètement les droits à une Disney de ce monde ou à un Amazon de ce monde, on en ferait des petits? Ben là, techniquement, Gilles, je te rappelle que MGM a reçu une offre d'achat d'Amazon. Puis ils ont pesé sur le crayon? Oui. Mais les autres feraient des petits, là, c'est sûr. Oui. Mais là, le danger, justement, parce qu'on est dans cette ère du wokisme, comme on l'appelle. Le woke. La crainte que beaucoup de gens ont, c'est que Amazon va faire des études de marché pour savoir comment voulez-vous votre James Bond. Est-ce qu'il fume encore? Est-ce qu'il boit encore? Est-ce qu'il fait de la vitesse? Est-ce qu'il crouse? Blague à part, vois-tu le problème? Ça peut sembler léger, mais ça peut dénaturer la personne. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui ont vu le dernier James Bond, qui ont eu le sentiment que si on va un pas de plus, la série est terminée. Parce que... On a enlevé... Parce que toutes les personnes que je connais qui vont voir ça l'espace d'un instant, du côté des messieurs se font à croire que... écoute, j'ai à peu près ces abdominaux-là, puis j'ai à peu près ces épaules-là. Mais Luc, on pourrait passer 15 heures là-dessus, on le fera pas. Et toi, comme prof d'université, mais
Je lisais un texte ce matin de Sophie Durocher qui parlait d'une actrice à qui on reproche, aux États-Unis, c'est une cause, ça fait jaser, je me souviens plus dans quel état, on lui reproche comme actrice de jouer une lesbienne sans en être une. Oui. Et là, la fille a dit, écoutez, ma vie à moi, de ce que j'apprends depuis que j'ai fait mon conservatoire, c'est de rentrer dans la peau de quelqu'un puis le jouer, peu importe ce que je... Bon, le wokisme est rendu là. Oui, c'est ça. Fait que ton point sur James Bond n'est pas fou. J'ai entendu aussi des gens qui ont dit, on a aplani l'affaire. Oui. Ils l'ont rendu un petit peu plus acceptable pour tout le monde. Puis toi, tu dis, on t'a dit, s'ils vont plus loin, je décroche. Et j'ai vu la tournée média de Daniel Craig parce que, encore une fois, tout ça m'allume, me passionne complètement, tout ça, Gilles. Puis, encore une fois, je te remercie du privilège qu'on puisse échanger là-dessus. Tu devines bien que j'aime tout ça. Puis je ferais ça, on ferait ça toute la nuit, au complet. On ne se tannerait pas, oui. Mais on ne pourra pas aller plus loin parce que là, ce qui va arriver du côté des personnages, c'est qu'on va les tuer. C'est ce qu'on appelle la psychologie des personnages. J'ai entendu des gens dire, est-ce que James Bond peut être une femme? Ben, un agent secret peut être une femme. Ben oui, évidemment, sans aucun problème. Ça existe déjà en passant. Je pense qu'il y a 3-4 séries actuellement qui ressemblent pas mal à ça. Mais James Bond, sur le plan de la psychologie du personnage, ben, si c'est une femme, il peut plus se comporter de la même manière. Tu as parlé d'Astérix. On dessine pour Astérix, quelqu'un rentre dans un nouvel arrivant dans la salle, puis il dit, écoutez, moi, Obélix, écoutez, dans ma famille, il y a beaucoup de gros, fait que la grossophobie, il pourrait être maigre. Mais là, c'est parce qu'on change complètement l'histoire. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des questions comme ça aujourd'hui qu'on pose. Est-ce que tout se pourrait? Mais est-ce que c'est la même... Tu comprends ce que je veux dire? Tout est possible. On peut en parler, puis ça doit être extraordinaire, vous, à l'université, les questions comme ça, sans réponse. Oui, puis en même temps, je souligne cette ouverture-là, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a à peu près toujours raconté les mêmes histoires. Force est de reconnaître qu'effectivement, c'était à peu près toujours la même histoire. Mais au nom de ça, ben là, si on prend des franchises comme celle-là, puis on décide de les démolir, ou en tout cas de les rénover... Dénaturer. Oui, alors là, c'est ça. Et je te plague pas, la question que se posent maintenant les fans de James Bond, c'est ça. Est-ce qu'il aura encore le droit de boire? Vois-tu où on est rendu? Et je rappelle que la psychologie, dans ce cas-ci du personnage de James Bond, c'est que c'est un bad boy. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelait quand on avait 20 ans, toi puis moi. C'est comme ça que ça s'appelait. Puis on l'a probablement connu. Et c'est ça le personnage. Alors, si vous l'aimez pas comme ça, ma perception, Luc, c'est que si ils tiennent à garder le personnage tel qu'il est, tout en n'étant pas nécessairement exagéré, mais le faisant, moi, je pense que les fans vont être là. Le public va être là. Oui. Est-ce que les médias vont le critiquer? Il va falloir qu'à un moment donné, il va falloir que l'épiderme soit un peu plus épaisse. Comprends-tu? Il va falloir qu'on accepte d'être critiqué. Parce qu'on est rendu à un bout du balancier où tout le monde a peur, tout le monde veut une image. Tout le monde. Puis moi, je pense que le public est plus intelligent que ça. Si je m'assois dans une salle, tout comme quand tu t'assois dans une salle, tu as payé 71$ pour voir Mike Ward, tu sais à quoi t'attendre. Si tu rentres dans une salle, tu vas voir James Bond, s'il embrasse une femme, s'il prend un cocktail puis il l'embarque dans son lit, ben, d'abord, il ne te montrera pas ça graphique, mais tu t'attends à ça. Puis tu ne seras pas choqué, tu sais à quoi surtout quand tu en as 40 de fait avant. Ben oui, et la recette, c'est un copie-coller. C'est tellement un copie-coller que je te donnerais ça en 8 étapes. Si tu veux pas le voir, tu vas pas le voir. Oui, et le défi de la série et de la franchise, c'est d'avoir réussi à nous raconter toujours la même histoire. Bon, tantôt on est dans Jamaïque, tantôt on est à Exuma, tantôt on est à Londres, c'est souvent paradisiaque. En Chine, effectivement. Ou dans le Grand Nord, parce qu'on n'y va pas souvent. Oui, parce que l'autre option, je parle de la Chine, je l'aime pas l'autre option. L'autre option, c'est l'option chinoise. Et la grosse histoire actuellement en culture populaire qui est très peu racontée, c'est que les 3 derniers films de Disney n'ont pas été présentés en Chine. Pourquoi? Ben parce que les Chinois disent, dans un cas, l'histoire que vous racontez nous pose problème là et là. Dans un autre cas, cette actrice-ci ou cet acteur-là chinois a déjà fait des déclarations pas gentilles à l'égard des autorités chinoises. Puis dans l'autre cas, ben, on aurait aimé ça voir le film un petit peu plus tôt parce que peut-être qu'on aurait fait certaines coupures que là, on n'a pas pu faire. Alors, ça, c'est l'autre option. Moi, je la veux pas, cette option-là. Je sais pas si je la veux pas, celle-là. Non. OK. Dernier point majeur. Facebook change de nom. Au début, je suis parti à rire. Je veux juste te dire ma première réaction quand on m'a dit que ça va s'appeler Meta. Peut-être que je comprenais rien. J'espère que tu vas m'allumer aujourd'hui. Tu vas me faire comprendre. Stratégiquement, je regardais déjà lundi parce que lundi en bourse, Facebook n'existait déjà plus. Okay. C'est Meta. Okay. Et j'ai vu 2 ou 3 journalistes se surprendre à parler de Meta.
en tentant d'utiliser la sauce Facebook. Je sais pas si tu vois un peu le problème, les mêmes ingrédients. Puis s'apercevoir très rapidement que dans la mesure où ça s'appelle maintenant Meta, d'appliquer la même grille d'analyse pour dénoncer Meta que la grille qu'on utilisait pour Facebook, ça tient plus. Alors, j'aurais le goût de te dire que je pense qu'ils ont certainement déjà partiellement réussi leur objectif. Leur objectif étant, Facebook est un nom radioactif, problématique pour les raisons qu'on connaît. Non, mais les 5-10 dernières années, mais particulièrement les 5 dernières années de conflits, de remise en question, les ont amenés à prendre une décision qui est majeure, pareil. Oui. Et si t'arrives un matin, t'es au Luc Dupont, moi je pense qu'on devrait changer de nom. Oui. Il y en a qui vont dire, prends un autre café. Oui. Non? Oui, et c'est pas évident et c'est pas facile. Remarque que dans le cas de Facebook, ils ont la machine de relations publiques pour le faire, mais parenthèse, j'ai déjà travaillé dans une vie précédente, j'avais un client qui donc vendait un certain type de vêtements. C'est pas important de le préciser de quoi il s'agit. Il est dans une chaîne de vêtements. À l'intérieur de cette chaîne-là, il y a un des franchisés qui a des problèmes qu'il n'aurait pas dû avoir. Et la nouvelle sort comme quoi cette bannière-là a des problèmes. Alors lui, je te rappelle que mon client à moi n'a rien à voir avec les problèmes de ce franchisé-là, mais ils ont une chose en commun, c'est la même bannière. OK. Alors, lui, très rapidement, il panique et il décide de changer de nom. OK. Pour ne pas être associé à l'autre. Pour ne pas être associé à l'autre, puis c'est ça. Et alors, il se dit, si on change de nom, probablement que les gens ne feront pas le lien. S'il m'était venu me voir avant, je lui aurais dit, je suis pas sûr que dans notre coin de pays, les gens sont au courant du problème auquel tu réfères dans cet autre coin de pays-là. Mais là, c'était trop tard, il avait changé de nom. Et tu sais quoi? On fait une étude de marché. Et on pose la question suivante. On demande aux gens, que pensez-vous de la bannière A? La bannière A, c'est son ancien nom. Et les gens de la place disent, j'adore cette bannière-là, je trouve ça... Ça fait des années que ça existe, ils font un travail impeccable sur le plan du service à la clientèle, ils sont imbattables. Qu'est-ce que vous pensez de la bannière B? Alors, la bannière B, c'est son nouveau nom. C'est le même gars. C'est la même business, au même coin de rue. Oh, eux autres, j'ai moins confiance. Ils sont nouveaux. Je ne sais pas. Ils ont probablement... Les employés sont peut-être moins... Ils connaissent peut-être moins ça. Je l'avais devant moi. Moi, je raconte ça dans des cours, des études qu'on fait, là. Mais moi, de le vivre personnellement et de lui dire à la fin, ton problème, c'est ça. Et il fallait voir son visage, évidemment, complètement déconfit en réalisant que peut-être qu'il avait réagi un petit peu trop vite. Dans le cas de Facebook, là, je pense qu'il s'est dit, si on va ailleurs, ça va avoir 2 ou 3 avantages. 1, sur le plan d'image. 2, sur le plan d'identité de marque. Toi et moi, on se parle de Facebook, mais en réalité, on vient de se parler d'Instagram, on vient de se parler de WhatsApp, on vient de se parler d'Oculus, on vient de se parler de toutes ces bannières-là. Alors, il y a un problème d'identité. C'est que des fois, tu plantes Facebook, puis tu plantes la compagnie. Quand tu plantes la plateforme médias sociaux, indirectement, tu plantes la compagnie. Donc, Instagram écope. WhatsApp écope. Comprends. Oculus écope. Lui, il voulait avoir la marque et non la compagnie comme telle. Après ça, il se dit, le gouvernement veut me scinder. Qu'est-ce que je pourrais mijoter? Et je pense que son coup de génie, là, si tu le cherches, il est dans les prochaines secondes. Tu ne l'auras pas entendu à beaucoup de places, que je vais te dire là. Il sait que le gouvernement veut le scinder. Alors, Facebook deviendrait une entreprise, Instagram deviendrait une entreprise, WhatsApp deviendrait une entreprise, Oculus deviendrait une entreprise. C'est quelque chose qui se parle beaucoup, là. On n'est pas dans les rumeurs ici, là. C'est des choses qui se parlent beaucoup. Et les démocrates et les républicains ne sont pas contre l'idée. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, OK, il faut que je mette au point une bébelle qui fasse en sorte que quand ils vont arriver avec cette idée-là, devant le Congrès, moi, je vais être capable de dire, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Mais parce que si vous faites ça, ma compagnie qui s'appelle Meta, qui pour exister a besoin des médias sociaux, de la réalité virtuelle, Oculus, de WhatsApp, puis d'Instagram, si vous annoncez que vous scindez ma compagnie, Meta, ce que je veux faire, les milliards de dollars que je veux investir là-dedans, on ne pourra pas le faire. Ça, c'est un coup de génie. Ça, c'est génial. Ça, c'est super, super bright. Est-ce que c'est pas aussi, on va même, de toute évidence, on va m'imposer de quoi?
je vais prendre les devants, je vais décider de ma destinée. Oui. On ne décidera pas comment je vais mener ma compagnie. Oui, et il y a de ça, hein? Oui, et quand tu lis Mark Zuckerberg, c'est ça toute sa vie. Malheureusement, Mark est la face observable de Facebook, mais à l'origine, il y a des frères jumeaux, que tu as sûrement déjà entendu parler ou vu le film, peut-être. Oui, j'ai vu. Qui sont dans le Bitcoin au moment où on se parle et dans autre chose. Là. Décidément, quand tu réussis le coup 2 fois, je te dirais que c'est pas un hasard. Là. Des fois, tu peux être chanceux, mais 2 fois, là, t'es pas si mal. Et dans leur cas, à eux, ben, ils étaient à l'origine de ça. Ils ont engagé Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a fait une partie du travail. Il est momentanément disparu dans la circulation. Quand il est réapparu dans la circulation, ben, il avait comme pris une partie de la compagnie, ou en tout cas de l'idée, puis il avait décidé de monter ça un petit peu plus loin, puis il avait surtout pris une position importante dans la compagnie. Snapchat, même chose, ça aussi. Snapchat, ils étaient 3 au départ, autour d'un feu, en se disant comment on pourrait faire pour s'envoyer des photos de filles puis que ça causerait pas de problème. Puis il y en a un qui a dit, si on pourrait peut-être les faire disparaître au bout de 5 secondes. Ah ben, go! Ça apprécie. Travaillons là-dessus. Ça apprécie que c'est une bonne idée. Ils sont 3 en train de manger des marshmallows, de la guimauve sur le feu. Puis malheureusement, en cours de route, il y en a 2 des 3 qui ont dit peut-être on n'a plus besoin du 3e. Alors, Mark... c'est le 3e, ça? Non, là, on était dans ailleurs, Snapchat momentanément. Mais dans le cas de Facebook... c'est ça. Alors, oui, c'est un gars qui, sur ce plan-là, est intraitable. Et c'est ce qu'il nous a montré. Si tu jettes un petit coup d'œil aussi, même au moment où il s'est marié, ça coïncidait, souviens-toi, avec le moment où il lançait la compagnie en bourse. Il y a toute une série de manœuvres comptables qui faisaient en sorte que, au cas où un jour on me dirait qu'on m'aime plus, je pourrais manœuvrer là-dedans, dire ben voici ce que ça valait à peu près au moment de, puis voici ce que ça vaut la bourse à peu près maintenant. Alors, c'est une histoire... et pour réussir ce coup-là, Meta, parce qu'il y a d'autres compagnies qui font déjà ça, Roblox fait déjà ça, ça va lui prendre des milliards de dollars. C'est pas quelque chose qu'il va faire. Lui a dit, je vais faire ça à l'intérieur de 5 à 10 ans. Moi, je pense qu'on est plutôt dans 10 à 15 ans. Ça va prendre un petit peu de temps. On a déjà Second Life, tu te souviens peut-être, on a déjà essayé des trucs similaires à ça. Je me souviens de SimCity aussi, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui était très, très réussi. Là. C'est une ville, on était comme le maire de la ville, puis il fallait... Bon, moi, mon maudit problème avec la ville, c'est que je voulais toujours construire l'amphithéâtre sportif. Et si tu le faisais trop tôt, la ville pétait une faillite. Et ça m'a pris plusieurs fois à m'en apercevoir. C'est à cause de toi qu'on ne s'est pas eu, donc, j'ai compris qu'il fallait attendre un petit peu. Mais tout ça pour dire que ça reste un beau rêve. Et rapidement, on peut s'attendre à ce que et Amazon et Apple... Apple qui a le vilain défaut, je dois dire récemment, là, on est souvent dans la copie. Là, hein, oui. Au niveau on parlait de Netflix. Pas sûr que Jobs serait si fier aujourd'hui. Non, moi pas non sûr. plus, parce que prends l'exemple de Netflix. Netflix a été offert à Apple. Tesla a été offert à Apple. Puis aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'Apple essaie de faire du Netflix et Apple essaie de faire du Tesla. Ma réalité, là, puis je n'ai un sur la table, là, pas loin de moi, un iPhone, mais le format a pris un petit peu plus un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, jaune, un petit peu plus jaune, un petit peu moins jaune. on est un peu dans ces eaux-là. Là. Souvent des idées aussi fortement inspirées de Samsung. Mais la beauté, c'est ça, c'est qu'au pays des relations publiques, ça a plus ou moins d'importance. À partir du moment où tu mets le produit sur la tablette, souvent, c'est toi qui vas remporter la mise. Prof Dupont, merci. Sais-tu quoi? Je pense que c'est un exemple parfait aujourd'hui de l'avantage d'un balado. Oui, il n'y a rien qu'on a fait aujourd'hui qui est possible à la radio, même les années... Où on faisait 25 minutes des fois? Parce que là, je ne le sais pas. Combien de temps avons-nous fait? 59 minutes. Puis on a filé de gauche à droite, de haut en bas. J'ai fait Jeff Fillion, ça fait 1h52. Lui-même ne le croyait pas. Oui. Le balado permet ça. Oui, et une entrevue, je dois dire, assurément dans mes top 3 depuis ce que tu fais, Gilles, et tu sais que pour toutes sortes de raisons, je suis très attentif à tout ça. Sans toi, je vais le dire, sans toi, j'aurais jamais fait. Je trouve que c'est un beau projet. Puis la beauté aussi, c'est que je sais qu'il y a encore plein de gens qui seraient susceptibles d'être intéressés au produit et qui s'enfargent dedans. Et ça nous rappelle que c'est un travail de longue haleine. Constance. Oui, constance. Meilleur exemple qu'on m'a donné, on m'a dit, quand il y a eu la folie des blogs, tout le monde disait, je lance un blog, moi j'ai une passion, mettons, peu importe ta passion, plein air, n'importe quoi. Fait que je vais en écrire un par semaine. Après 4 semaines, une semaine, je vais en vais au chalet, pas le temps. Finalement, ça tombe. Je me rends compte qu'en podcast, il y a bien des gens qui en font, mais si t'es pas là présent, tu m'avais dit,
fais quelque chose que tu es capable de livrer. Si tu veux faire une fois par semaine, mais toujours, même... Moi, c'est jeudi après-midi, tu mets ça en ligne. Vas-y, à moins d'exception, évidemment, les vacances d'été, peut-être vacances des fêtes, où on a un spécial de Noël qui fait la période. Spécial de Noël! Et ça s'en vient. Je chanterai à nouveau! C'est sûr. On va mieux se préparer pour les chansons. Ah là. oui? OK. Je vais avoir... OK, tu vas avoir un... Ben non, mais c'est parce que c'est M. Legault. Qu'est-ce qu'on a annoncé hier? On a le droit de faire ce karaoké. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. J'y avais pas. À la prochaine. À la prochaine. Salut.